Je n'ai compris que quelque chose avait changé que le jour où une machine a hésité en me regardant. C'était un portique de sécurité dans le hall d'un immeuble de bureaux du 12e arrondissement, un de ces bâtiments anonymes où je louais depuis 4 ans un local au sous-sol. Officiellement pour du stockage de matériel audiovisuel, le gardien de nuit me connaissait de vue, ne posait jamais de questions, acceptait les billets que je glissais dans une enveloppe à Noël. Paris est encore une ville où l'argent liquide achète le silence, du moins dans certaines poches. J'entrais toujours après 23 heures, je ressortais avant 5 heures, et personne ne s'en souciait. Ce soir-là, le portique a émis un son différent. Pas une alarme, pas un bip d'autorisation. Un son intermédiaire, comme une question posée à voix basse. Le voyant est resté orange pendant 3 secondes, peut-être 4. Le gardien a levé les yeux de son téléphone, sourcils froncés. Puis le voyant est passé au vert et j'ai continué mon chemin. Je n'y ai pas pensé sur le moment. J'ai descendu les escaliers, j'ai ouvert mon local, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais en remontant, 2 heures plus tard, j'ai remarqué que le gardien me regardait différemment. Pas avec peur, pas avec suspicion. Avec une sorte de curiosité administrative, celle des gens qui ont reçu une consigne sans en comprendre la raison. Le lendemain soir, il y avait une caméra supplémentaire dans le hall. Petite, discrète, orientée vers le portique. Le gardien n'était plus le même. Un homme plus jeune, en uniforme d'une société que je ne connaissais pas, avec un badge plastifié et un regard qui ne cherchait pas à éviter le mien. J'ai cessé de venir. Cela faisait 114 ans que je n'avais pas été repéré. Pas vraiment repéré, je veux dire. Il y a toujours des regards, des coïncidences, des voisins qui trouvent étrange qu'on ne vieillisse pas, des employés de mairie qui froncent les sourcils devant un acte de naissance trop ancien. Mais ces incidents s'effacent. Les gens oublient. Les gens meurent. Les archives brûlent, se perdent, se numérisent mal. Pendant des siècles, j'ai compté sur l'entropie naturelle des sociétés humaines, sur leur incapacité à maintenir une mémoire cohérente au-delà de 2 ou 3 générations. J'ai traversé des épidémies qui effaçaient des villes entières. J'ai vu des guerres réduire en cendres des registres paroissiaux, des cadastres, des listes de recensement. J'ai profité des révolutions qui guillotinaient les archivistes avec les aristocrates. Chaque catastrophe était pour moi une renaissance administrative, une occasion de recommencer ailleurs avec un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle solitude. Mais quelque chose a changé. Je l'ai senti avant de le comprendre, comme on sent l'orage avant de voir les nuages. Le monde ne veut plus oublier. Le monde ne peut plus oublier. Chaque visage est photographié 1000 fois par jour. Chaque déplacement laisse une trace dans un serveur. Chaque transaction dessine un point sur une carte que personne ne regarde, mais que tout le monde conserve. L'oubli était mon allié le plus fidèle. Il est en train de mourir. J'ai commencé à enquêter avec mes méthodes habituelles. La patience d'abord, l'observation. Je me suis installé dans un café qui donnait sur l'entrée de l'immeuble, un de ces établissements qui ferment tard et où personne ne s'étonne qu'un homme seul reste des heures devant un verre vide. J'ai regardé les allées et venues, les camionnettes de maintenance, les techniciens avec leurs ordinateurs portables. J'ai noté les horaires, les badges, les logos sur les vestes. Au bout d'une semaine, j'avais identifié 3 entreprises différentes qui intervenaient dans le bâtiment. Une société de sécurité physique classique, avec des agents en uniforme et des ronds prévisibles. Une entreprise de maintenance informatique qui venait tous les mardis matins. Et une 3e, plus discrète, dont les employés arrivaient dans des voitures banalisées et ne portaient aucun signe distinctif. Ceux-là entraient par le parking souterrain et ressortaient par la même voie. Je ne les ai jamais vus dans le hall. J'ai suivi l'une de leurs voitures un soir, à distance, en métro puis à pied. Elle s'est garée dans le 15e arrondissement, près de la porte de Versailles, devant un bâtiment sans enseigne. J'ai noté l'adresse. Le lendemain, j'ai cherché sur Internet. Rien. Pas de site web, pas de mention dans les annuaires, pas de traces sur les réseaux sociaux. Seulement une ligne dans un registre du tribunal de commerce, une société par action simplifiée au nom générique, quelque chose comme solution intégrée de données ou système d'analyse prédictive, je ne me souviens plus exactement. Le genre de nom qui ne veut rien dire et qui dit tout. J'ai continué à creuser. J'ai des ressources que les humains n'ont pas. Je n'ai pas besoin de dormir, ou si peu.
Je peux rester immobile pendant des heures sans que mon corps ne proteste. Je vois dans l'obscurité aussi bien que vous voyez en plein jour. Et surtout, j'ai du temps. J'en ai toujours eu trop. Au bout d'un mois, j'avais reconstitué une partie du puzzle. Cette société travaillait pour plusieurs clients simultanément. Des assureurs, des bailleurs sociaux, des collectivités locales, des opérateurs de transport. Elle leur vendait un service d'analyse de risque, une sorte d'audit permanent des populations qu'ils géraient. L'idée était simple, presque élégante dans sa froideur. En croisant suffisamment de données, on peut identifier des anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Un locataire qui paie toujours en liquide, qui n'a pas de téléphone enregistré à son nom, dont l'historique administratif présente des incohérences. Un usager des transports dont les trajets ne correspondent à aucun emploi déclaré, à aucune adresse stable, à aucun schéma reconnaissable. Un visage qui apparaît sur les caméras de plusieurs quartiers sans jamais être associé à une identité vérifiée. Le système ne cherchait pas des criminels, pas au sens classique du terme. Il cherchait des erreurs, des points de nez qui ne s'alignaient pas avec le reste. Des anomalies statistiques qui, par leur simple existence, suggéraient qu'il manquait quelque chose, qu'un recoupement n'avait pas été fait, qu'une vérification s'imposait. J'ai compris alors que je n'étais pas chassé. Personne ne me cherchait. Personne ne croyait à ce que je suis. Le mot même aurait fait rire n'importe quel analyste de cette société, n'importe quel fonctionnaire qui recevait leur rapport. Un vampire à Paris en 2025, quelle absurdité. Non, ce qui me menaçait était bien pire qu'une chasse. C'était une erreur de catégorisation. J'étais devenu un signal faible, une incohérence à résoudre, une ligne rouge dans un tableau Excel. Et les lignes rouges, tôt ou tard, quelqu'un finit par s'en occuper. J'ai déménagé 3 fois en 2 mois. Chaque fois dans un quartier différent, chaque fois sous un nom différent, chaque fois en payant d'avance en espèces des propriétaires qui ne posaient pas de questions. Mais je sentais que cela ne suffisait plus. Les caméras étaient partout. Les smartphones des passants me photographiaient sans le vouloir, en arrière-plan de leurs selfies, dans le reflet des vitrines, au bord du cadre. Les bandes de reconnaissance faciale se multipliaient dans les gares, les centres commerciaux, les entrées d'immeubles. Même les sonnettes des appartements avaient maintenant des caméras intégrées. Je ne pouvais plus marcher dans la rue sans me demander si mon visage était en train d'être capturé, stocké, comparé. Et le plus terrible, c'est que je ne savais pas à quoi il était comparé. À une photo de 1987, prise lors d'un contrôle d'identité à Marseille, à une image de vidéosurveillance de 2003 dans un couloir de métro londonien, à un daguerréotype de 1855, numérisé par une bibliothèque enthousiaste et versé dans une base de données patrimoniale accessible aux algorithmes de formation. L'oubli était mort, et avec lui mourait ma liberté de mouvement. C'est à cette époque que j'ai rencontré Nadia. Elle travaillait de nuit dans un data center de la banlieue et un de ces hangars climatisés où ronronnent les serveurs qui stockent nos vies numériques. Je l'avais repérée parce qu'elle fumait ses cigarettes sur le parking, seule, entre 2 et 3 heures du matin, assise sur une barrière en béton avec un thermos de café et un livre de poche. Je passais parfois dans ce quartier industriel parce qu'il était désert la nuit, parce que les caméras étaient moins nombreuses, parce que les proies étaient rares mais pas inexistantes. Je ne sais pas pourquoi je lui ai parlé la première fois. La solitude peut-être, ou la curiosité, ou cette fatigue ancienne qui me pousse parfois à chercher le contact humain comme on cherche la chaleur d'un feu sans vouloir s'y brûler. Elle n'a pas eu peur. Elle m'a regardé avec des yeux qui ne cherchaient pas à me comprendre, seulement à me voir, et elle m'a demandé si j'avais du feu. Je n'en avais pas. Je n'en ai jamais. Mais je suis revenu le lendemain avec un briquet, et nous avons commencé à parler. Nadia avait 43 ans, un divorce derrière elle, 2 enfants qu'elle voyait un week-end sur 2, et un diplôme d'ingénieur qu'elle n'utilisait plus depuis qu'elle avait choisi les horaires de nuit, pour éviter les réunions, les open space, les conversations obligatoires de la vie de bureau. Elle surveillait les voyants lumineux, vérifiait les températures, répondait à des alertes automatiques. Un travail de gardienne, au fond, comme ceux que j'ai connus dans les châteaux et les cathédrales, sauf que ce qu'elle gardait n'était pas de la pierre, mais de l'information. Elle me racontait son travail avec une lucidité désabusée qui me plaisait.
Elle parlait des données comme d'un fleuve, quelque chose de trop vaste pour être compris par une seule personne, quelque chose qui coulait sans cesse, qui débordait parfois, qui emportait des choses sans qu'on sache lesquelles. Elle ne croyait pas au discours sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes qui allaient nous sauver ou nous détruire. Elle disait que ce n'était que des mathématiques et que les mathématiques n'avaient pas d'intention. Mais elle disait aussi que les gens qui utilisaient ces mathématiques, eux, en avaient. Un soir, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu des systèmes capables de retrouver quelqu'un qui ne voulait pas être trouvé. Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Puis elle a dit que oui, que c'était même devenu banal, que le plus difficile maintenant n'était pas de trouver les gens mais de décider lesquels valaient la peine d'être cherchés. Je lui ai demandé comment on décidait cela. Elle a souri, un sourire triste, et elle m'a expliqué les scores. Chaque personne, m'a-t-elle dit, génère des centaines de points de données chaque jour. Des transactions, des déplacements, des connexions, des interactions. Ces points sont agrégés, analysés, comparés à des modèles. Et de cette comparaison naît un score, parfois plusieurs, qui détermine la valeur que les institutions accordent à cette personne. Un score de crédit, un score de risque locatif, un score de fiabilité pour les assurances, un score de dangerosité pour la police. Les gens ne connaissent pas ces scores, pour la plupart. Ils découvrent leur existence quand une porte se ferme devant eux, quand un prêt est refusé, quand un logement leur échappe, quand un contrôle d'identité dure un peu trop longtemps. Et ceux qui n'ont pas de score, ai-je demandé. Ceux qui ne génèrent pas assez de données, qui restent en dehors du système. Nadia a allumé une nouvelle cigarette. Elle m'a dit que ceux-là étaient les plus suspects de tous, parce que dans un monde où tout le monde laisse des traces, l'absence de traces est elle-même une trace, une anomalie, un signal faible qui dit cette personne se cache, ou n'existe pas, ou n'est pas ce qu'elle prétend être. J'ai senti quelque chose de froid se refermer autour de ma poitrine. Pas la peur, pas exactement. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. La reconnaissance d'un piège dont je ne connaissais pas encore la forme. Les semaines suivantes, j'ai utilisé Nadia sans qu'elle le sache. Je lui posais des questions sur son travail, sur les systèmes qu'elle surveillait, sur les clients de son entreprise. Elle me répondait sans méfiance, contente d'avoir quelqu'un à qui parler de ces choses que personne autour d'elle ne comprenait ou ne voulait comprendre. Elle me parlait des sous-traitants qui venaient faire des audits, des entreprises mystérieuses qui achetaient des accès aux données, des protocoles de sécurité qui changeaient sans explication. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la forme du système qui me menaçait. Ce n'était pas une conspiration. Il n'y avait pas de groupe secret, pas de chasseurs organisés, pas de Van Helsing moderne avec des bases de données au lieu de pieux. C'était pire que cela. C'était une convergence. Des dizaines d'organisations, publiques et privées, qui poursuivaient chacune leurs propres objectifs, qui collectaient chacune leurs propres données, qui développaient chacune leurs propres algorithmes. Et ces systèmes, sans se connaître, sans se parler, finissaient par pointer dans la même direction. Vers les mêmes anomalies. Vers les mêmes signaux faibles. Vers moi. Un soir de mars, Nadia m'a dit quelque chose qui m'a glacé. Elle m'a dit qu'elle avait vu mon visage. Elle l'avait dit comme ça, en passant, en allumant sa cigarette. Elle avait vu mon visage dans une liste d'anomalies qu'un client avait demandé de vérifier. Pas une liste de suspects, pas une liste de criminels. Une liste de visages dont les métadonnées présentaient des incohérences. Des visages qui apparaissaient dans trop de bases de données différentes, sur des périodes trop longues, dans des contextes trop variés. Des visages qui, selon les algorithmes, ne pouvaient pas appartenir à une seule personne. J'ai demandé calmement ce qu'elle avait fait. Elle m'a regardé avec ses yeux fatigués, ses yeux qui avaient passé trop de nuits à fixer des écrans, et elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait, qu'elle avait regardé la liste, qu'elle avait reconnu mon visage parmi d'autres, et qu'elle avait refermé le fichier. Parce qu'elle ne voulait pas savoir. Parce qu'il y avait des choses qui valait mieux ne pas comprendre. Parce que les systèmes qu'elle gardait étaient déjà assez effrayants sans qu'elle commence à croire aux fantômes. Elle a utilisé ce mot, fantôme, pas vampire, pas monstre, fantôme. Quelqu'un qui traverse le temps sans y appartenir vraiment. Quelqu'un qui laisse des traces mais pas de vie. Quelqu'un qui est là sans être là. Je ne lui ai pas demandé si elle savait ce que j'étais vraiment. Je ne voulais pas la forcer à répondre. Et peut-être que je ne voulais pas savoir.
Mais je lui ai demandé combien de personnes avaient accès à cette liste. Elle a haussé les épaules. Plusieurs dizaines, probablement. Des analystes, des techniciens, des clients autorisés. Des gens qui, contrairement à elle, voudraient peut-être savoir. Des gens qui suivraient les schistes, qui feraient les recoupements, qui finiraient par se poser des questions auxquelles les réponses rationnelles ne suffiraient pas. Cette nuit-là, je n'ai pas chassé. Je suis rentré dans mon appartement du moment. Un studio au 6e étage d'un immeuble sans ascenseur du 19e arrondissement. Et je suis resté assis dans le noir jusqu'à l'aube. Je pensais à tous les endroits où mon visage avait été capturé au fil des décennies. Les photos d'identité obligatoires. Les caméras de surveillance dont je ne connaissais même pas l'existence. Les arrière-plans de photos de touristes. Les écrans de contrôle aux frontières. Des archives numérisées des journaux, des fichiers de police, des registres administratifs. Je pensais à tous ces fragments de moi, dispersés dans des serveurs du monde entier, attendant d'être réunis par un algorithme suffisamment puissant, suffisamment patient, suffisamment dénué de préjugés pour voir ce qu'aucun humain ne voudrait voir. Et je pensais aux autres noms sur cette liste, aux autres visages, aux autres anomalies. Combien d'entre eux étaient comme moi? Combien étaient simplement des erreurs, des doublons, des homonymes malchanceux? Combien étaient des êtres humains ordinaires dont la vie avait pris des chemins assez étranges pour que les algorithmes les confondent avec des impossibilités? Je n'avais pas de réponse. Mais je savais une chose. Si cette liste existait, si elle circulait, si des analystes commençaient à s'y intéresser, alors certains de ces noms allaient attirer l'attention. Et parmi ceux qui attireraient l'attention, certains seraient des gens ordinaires, des gens fragiles, des gens que le système écraserait sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'ils étaient au mauvais endroit dans les mauvaises données. J'ai pensé à fuir, comme je l'ai toujours fait. Changer de ville, changer de pays, recommencer ailleurs. Mais où aller maintenant? Les systèmes étaient partout. Les caméras étaient partout. L'oubli n'existait plus nulle part. Et même si je trouvais un refuge temporaire, combien de temps avant que les données ne me rattrapent, avant qu'un autre algorithme ne me repère, avant qu'une autre liste ne porte mon visage? J'ai pensé à ne rien faire, à laisser le système suivre son cours. Après tout, ce n'était pas mon problème. Les humains avaient construit cette cage eux-mêmes, ils pouvaient bien y vivre. Et si quelques innocents tombaient dans les mailles du filet, qu'est-ce que cela changeait? J'en avais vu tomber des millions, au fil des siècles, pour des raisons bien plus stupides. Les guerres, les famines, les épidémies, les persécutions. L'histoire humaine n'est qu'une longue liste de victimes innocentes, et je n'avais jamais levé le petit doigt pour les sauver. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je connaissais une de ces victimes potentielles. Cette fois, j'avais un visage, un nom, une voix. Nadia, qui fumait ses cigarettes sur un parking désert et qui avait choisi de ne pas me dénoncer. Nadia, qui avait vu quelque chose d'impossible et qui avait décidé de fermer les yeux. Nadia, qui pour cette raison même risquait de devenir suspecte si quelqu'un remarquait qu'elle allait consulter le fichier sans signaler l'anomalie. Le système que j'avais appris à connaître n'avait pas de pitié. Il n'avait pas de cruauté non plus, ce qui était peut-être pire. Il fonctionnait selon ses propres règles, ses propres logiques, et ces logiques ne faisaient pas de distinction entre un monstre qui méritait d'être traqué et une femme fatiguée qui avait fait le mauvais choix au mauvais moment. J'ai décidé d'intervenir. Pas par bonté, je n'ai pas cette prétention. Pas par héroïsme, je ne crois pas en ces choses, mais par calcul. Par intérêt, parce que si Nadia était inquiétée, elle parlerait peut-être de moi. Parce que si elle disparaissait, quelqu'un d'autre prendrait sa place et n'aurait pas les mêmes scrupules. Parce que le meilleur moyen de rester invisible était de m'assurer que les témoins potentiels restent en vie et en liberté, avec de bonnes raisons de garder le silence. C'est ce que je me suis dit en tout cas. C'est ce que je préfère croire. La semaine suivante, j'ai commencé à planifier. J'ai observé le data center de plus près, étudié ses routines, identifié ses vulnérabilités. J'ai repéré les employés qui avaient accès au système critique, ceux qui arrivaient tôt et partaient tard, ceux qui avaient l'air fatigués ou frustrés ou endettés. J'ai écouté leurs conversations dans les cafés du quartier, leurs plaintes au téléphone, leur silence éloquent. J'ai appris les noms des entreprises clientes.
les calendriers des audits, les protocoles de sauvegarde. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Un homme, la quarantaine, responsable de la maintenance des serveurs, qui avait un problème de jeu et des dettes qu'il cachait à sa femme. Un homme qui, contre une somme d'argent raisonnable et la promesse que personne ne saurait jamais, accepterait de faire disparaître certains fichiers de certaines sauvegardes, de créer certaines corruptions de données qui ressembleraient à des accidents techniques. Je ne l'ai pas menacé. Je ne l'ai pas séduit. Je lui ai simplement offert une solution à son problème et il l'a accepté avec le soulagement de quelqu'un qui attendait depuis longtemps qu'on lui tende la main. Les humains sont ainsi. Ils veulent croire que leurs compromissions sont des nécessités, que leurs trahisons sont des choix raisonnables. Je leur donne ce qu'ils veulent croire, et en échange, ils me donnent ce dont j'ai besoin. L'opération a eu lieu un jeudi soir, pendant une maintenance planifiée. Une série de corruptions apparemment aléatoires a touché plusieurs bases de données, dont celle qui contenait la liste des anomalies faciales. Les sauvegardes se sont révélées partiellement inutilisables. Des mois de travail analytique ont été perdus, des corrélations ont été effacées, des pistes ont disparu. L'entreprise a présenté des excuses à ses clients, promis des mesures de sécurité renforcées, offert des réductions sur les prochains contrats. Personne n'a soupçonné un sabotage. Les corruptions de données sont si fréquentes, dans ce monde de serveurs surchargés et de systèmes vieillissants, que tout le monde a accepté l'explication officielle. Un bug, un dysfonctionnement, un de ces accidents qui arrivent quand on manipule trop d'informations avec trop peu de moyens. Nadia a gardé son travail. Elle n'a jamais su ce que j'avais fait. Elle n'a jamais su que je l'avais protégée, ou que je m'étais protégé en la protégeant, ce qui revient peut-être au même. Nos conversations sur le parking ont continué quelques semaines, puis elle a changé d'horaire, puis elle a arrêté de venir. Je ne l'ai pas cherchée. Il valait mieux que nos chemins se séparent naturellement, sans explication, sans adieu. C'est toujours ainsi que finissent mes relations avec les vivants. Par l'oubli, par la distance, par le temps qui passe et qui emporte tout. Sauf que cette fois, l'oubli n'a pas fonctionné comme prévu. 3 mois après l'incident du data center, j'ai reçu une lettre. Pas un email, pas une notification, une lettre physique, dans une enveloppe blanche sans logo, postée depuis Paris, adressée à un nom que je n'utilisais plus depuis des années. Un nom qui correspondait à une adresse où je n'habitais plus, mais qui m'avait été transmise par un ancien voisin que j'avais payé pour faire suivre mon courrier, une précaution que je prends toujours quand je déménage. La lettre ne contenait qu'une feuille de papier, pliée en 3. Sur cette feuille, une image imprimée en noir et blanc, mon visage capturé par une caméra de rue, avec une date en bas de l'écran, une date de 1987. Sous l'image, une phrase tapée à la machine, comme si quelqu'un avait voulu éviter toute trace numérique. Nous savons que vous existez. Nous ne savons pas ce que vous êtes. Nous aimerions comprendre. Pas de signature, pas d'adresse de retour, pas de demande, pas de menace. Seulement ces 3 phrases, et ce visage qui me regardait depuis 38 ans, figé dans le grain d'une image de vidéosurveillance. J'ai brûlé la lettre. J'ai déménagé le soir même. J'ai changé de nom, de quartier, de routine. J'ai cessé d'utiliser les transports en commun, cessé de fréquenter les lieux publics, cessé de sortir sauf nécessité absolue. Mais je sais que cela ne suffira pas. Quelque part, quelqu'un a fait les recoupements que j'ai essayé d'empêcher. Quelqu'un a vu ce que les algorithmes avaient commencé à voir. Et ce quelqu'un n'est pas un fanatique religieux, pas un chasseur de monstres, pas un illuminé avec des théories sur les créatures de la nuit. C'est quelqu'un de patient, de méthodique, de rationnel. Quelqu'un qui ne cherche pas à me détruire, mais à me comprendre, ce qui est peut-être plus dangereux encore. Le système a hésité en me regardant, ce soir-là, devant le portique de sécurité. Il ne sait toujours pas ce qu'il a vu. Mais il sait maintenant qu'il a vu quelque chose. Et les systèmes, contrairement aux humains, n'oublient jamais ce qu'ils ont commencé à chercher. Je suis assis dans un nouvel appartement, dans un nouveau quartier, sous un nouveau nom. Dehors, il fait nuit depuis des heures. Les lumières de la ville dessinent des constellations que mes ancêtres n'auraient pas reconnues, des étoiles électriques qui ne s'éteignent jamais. Quelque part dans ces immeubles, des gens dorment, travaillent, vivent leur vie minuscule et précieuse,
Et quelque part dans ces serveurs, des algorithmes tournent sans relâche, comparant des visages, croisant des données, cherchant des patterns dans le chaos. Je me demande combien de temps il me reste avant la prochaine lettre, avant la prochaine caméra qui hésite, avant le prochain système qui pose une question à laquelle je ne pourrai pas répondre. J'ai survécu à la peste noire, aux guerres de religion, aux révolutions et aux dictatures. J'ai traversé des siècles d'obscurantisme et de violence, des époques où l'on brûlait des gens comme moi sur des bûchers, où l'on plantait des pieux dans des cœurs innocents, par peur de ce qu'on ne comprenait pas. Mais je n'ai jamais affronté un monde qui ne croit plus aux monstres, tout en construisant des machines pour les trouver. Un monde où la superstition a été remplacée par les statistiques, où la foi a cédé la place aux probabilités, où l'on ne chasse plus les démons mais les anomalies. Un monde qui ne veut pas me tuer mais me comprendre, ce qui suppose d'abord de me capturer, de m'étudier, de me réduire à une série de données analysables. Ce soir, en vérifiant les nouvelles sur mon téléphone, un téléphone prépayé que je changerai demain, j'ai vu une publicité pour un nouveau service de reconnaissance faciale. L'application promettait de retrouver n'importe qui à partir d'une simple photo, d'identifier des inconnus dans la rue, de reconnecter des familles séparées, de résoudre des mystères vieux de plusieurs décennies. J'ai regardé cette publicité pendant longtemps. J'ai pensé à tous les visages qui étaient en train d'être scannés, comparés, archivés. J'ai pensé à tous les fantômes comme moi, dispersés dans le monde, qui avaient survécu au siècle en comptant sur l'oubli et qui découvraient maintenant que l'oubli n'existait plus. Puis j'ai fermé l'application. J'ai éteint le téléphone. Je suis resté dans le noir, à écouter les bruits de la ville moderne, les ventilations des immeubles, le ronronnement des serveurs dans les sous-sols, le bourdonnement électrique de ce monde qui ne dort jamais vraiment. Et j'ai attendu l'aube, comme je l'attends toujours, en me demandant combien d'aubes il me reste avant que quelqu'un, quelque part, ne décide que l'anomalie que je représente mérite d'être corrigée. La fin reviendra bientôt. Elle revient toujours. Et quand elle reviendra, je devrais sortir, m'exposer, laisser de nouvelles traces. C'est le piège dans lequel je suis pris, le piège que mon propre corps m'a tendu depuis le début. Je ne peux pas me cacher indéfiniment. Je ne peux pas cesser de chasser. Je ne peux pas devenir un fantôme parfait, sans substance et sans besoin. Je suis une anomalie qui a besoin de se nourrir. Et chaque fois que je me nourris, je laisse une trace. Un corps qui disparaît. Une absence qui s'ajoute aux statistiques. Un point de plus sur la carte que quelqu'un quelque part est en train de dessiner. Le monde m'observe. Il ne sait pas encore ce qu'il observe. Mais il apprend. Les machines apprennent. Et contrairement à moi, elles n'oublieront jamais ce qu'elles ont appris. Je me lève. Je m'approche de la fenêtre. En bas, une voiture passe lentement dans la rue déserte. Elle s'arrête un instant devant mon immeuble puis repart. Coïncidence, probablement. Coïncidence, certainement. Mais sur le tableau de bord, j'ai cru voir luire l'écran d'un ordinateur. Bonsoir. Ici, la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Cette lueur m'a rappelé autre chose. Une autre lumière, dans une autre nuit, il y a plus de 2 siècles. Paris, 1818. La ville n'était pas encore celle que Haussmann allait éventrer quelques décennies plus tard. Elle était encore un labyrinthe médiéval, un enchevêtrement de ruelles sombres et de cours intérieures, de passages couverts et d'impasses où la lumière du jour ne pénétrait jamais. Pour quelqu'un comme moi, c'était un paradis. Je pouvais marcher pendant des heures sans croiser un réverbère, me fondre dans des ombres que personne ne songeait à éclairer, disparaître dans des quartiers où même la police n'osait pas s'aventurer après le coucher du soleil. J'habitais alors rue de la Huchette, dans une chambre au 3e étage d'un immeuble qui menaçait de s'effondrer depuis un demi-siècle et qui tiendrait encore 50 ans. Mon propriétaire était un ancien soldat de la Grande Armée, revenu d'Espagne avec une jambe en moins et une haine tenace pour toute forme d'autorité. Il ne posait pas de questions, n'exigeait pas de papiers, acceptait mon argent sans vérifier sa provenance. En échange de quelques pièces supplémentaires, il jurait à quiconque lui demandait que je n'existais pas, que la chambre du 3e était vide depuis des années, que les bruits qu'on entendait parfois la nuit étaient ceux des rats ou des fantômes.
Je croyais être invisible. Je croyais que la France post-napoléonienne avait trop de problèmes pour s'intéresser à un homme sans histoire qui payait son loyer en avance et ne causait aucun trouble. La Restauration venait de commencer. Louis XVIII était sur le trône, et le pays pansait encore les plaies de 25 ans de guerre révolutionnaire et impériale. Des millions de morts, des familles dispersées, des registres d'état civil détruits ou falsifiés, des identités inventées et réinventées au gré des régimes successifs. C'était une époque parfaite pour quelqu'un qui voulait se perdre dans les interstices de l'histoire. Mais c'était aussi l'époque où quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, dans aucun des pays que j'avais traversés, sous aucun des régimes que j'avais connus. La police moderne. Oh, il y avait toujours eu des gardes, des milices, des prévôts et des sergents. J'avais connu l'Inquisition en Espagne, les sbires des doges à Venise, les espions des Tudors en Angleterre. Mais tout cela relevait de la force brute, de la dénonciation personnelle, de la chasse à l'homme conduite par des individus avec des motivations individuelles. Si l'on voulait vous trouver, il fallait que quelqu'un vous cherche personnellement, qu'il vous connaisse, qu'il ait une raison de vous vouloir du mal. C'était une menace que je savais gérer. Je n'avais qu'à ne pas me faire d'ennemis, qu'à ne pas laisser de témoins, qu'à changer de ville avant que quiconque ne commence à poser des questions. Mais ce qui naissait à Paris en 1818 était différent. C'était un système. Une machine faite d'hommes, certes, mais qui fonctionnait selon des règles impersonnelles, des procédures établies, des méthodes reproductibles. Une machine qui ne cherchait pas les criminels particuliers, mais qui surveillait tout le monde en permanence dans l'espoir de repérer des anomalies. J'ai appris son existence par hasard, un soir de novembre, dans un cabaret près des Halles. Je ne buvais pas, bien sûr. Je ne mange pas non plus, du moins pas ce que les humains considèrent comme de la nourriture. Mais j'aimais m'asseoir dans ces établissements enfumés, écouter les conversations, observer les visages. Les cabarets étaient les réseaux sociaux de l'époque, les lieux où circulaient les rumeurs, les nouvelles, les secrets. Et ce soir-là, la rumeur qui circulait concernait un homme nommé Vidocq. François Vidocq, un ancien bagnard, devenu chef de la sûreté, la nouvelle brigade de police créée par la préfecture. Les gens en parlaient avec un mélange de fascination et de terreur. On disait qu'il connaissait tous les criminels de Paris, qu'il avait des indicateurs dans chaque quartier, qu'il pouvait retrouver n'importe qui en quelques jours. On disait qu'il avait créé quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait jamais vu nulle part. Un fichier. Le mot m'a frappé. Un fichier. Des cartes, des descriptions, des signalements. Des noms associés à des visages associés à des adresses associées à des habitudes. Tout cela organisé, classé, consultable. Vidocq avait compris quelque chose que personne avant lui n'avait compris avec autant de clarté. Il avait compris que le crime n'était pas une série d'événements isolés, mais un réseau de connexions, et que pour contrôler ce réseau, il fallait le cartographier. J'ai quitté le cabaret cette nuit-là avec une inquiétude nouvelle. Pas encore une peur, pas encore une urgence, mais une conscience diffuse que le monde était en train de changer, que les règles qui avaient assuré ma survie pendant des siècles allaient peut-être devoir être réécrites. Les semaines suivantes, j'ai commencé à me renseigner sur cette sûreté, sur ses méthodes, sur ses moyens. Ce n'était pas difficile. Vidocq lui-même était une célébrité. Il donnait des interviews aux journalistes. Il recevait des visiteurs dans ses bureaux. Il se vantait ouvertement de ses succès. Il avait le génie de la publicité autant que celui de l'enquête. Il voulait que les criminels sachent qu'il existait, qu'il les surveillait, qu'il les trouverait. La peur était son outil autant que l'information. J'ai appris que son fichier contenait déjà des milliers de noms. Des voleurs, des assassins, des faussaires, des prostituées, des vagabonds. Chaque fiche comportait un signalement physique, une liste d'alias connus, des adresses fréquentées, des complices identifiés. Vidocq avait inventé quelque chose qui nous paraît aujourd'hui évident, mais qui était révolutionnaire pour l'époque. Il avait inventé le profil. Et parmi les critères de ces profils, il y avait quelque chose qui m'a glacé le sang. Il fichait les gens sans domicile fixe, les errants.
les inconnus. Ceux qui ne pouvaient pas prouver leur identité, qui ne figuraient dans aucun registre paroissial, qui n'avaient pas de famille connue ni d'emploi déclaré. Il les appelait les gens sans aveu, un terme juridique ancien qui désignait ceux qui n'avaient personne pour répondre d'eux, personne pour garantir qu'ils étaient ce qu'ils prétendaient être. J'étais par définition un homme sans aveu. Je n'avais pas de paroisse, pas de famille, pas d'employeur. Mes papiers étaient des faux, mes références étaient des mensonges, mon histoire était un assemblage de fragments empruntés à des morts. Jusqu'alors, cela n'avait pas d'importance. Personne ne vérifiait, personne ne recoupait, personne ne fichait. Mais maintenant, quelqu'un fichait. J'ai décidé de voir ce fichier de mes propres yeux. Non par curiosité, mais par nécessité. Je devais savoir si mon nom y figurait, si mon visage y était décrit, si quelqu'un avait commencé à assembler les pièces du puzzle que je représentais. M'introduire dans les bureaux de la sûreté n'était pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. La police de l'époque n'avait pas les moyens de ses ambitions. Vidocq travaillait avec une poignée d'hommes, dans des locaux exigus avec un budget dérisoire. La sécurité reposait sur des serrures ordinaires et des gardiens qui s'endormaient après minuit. Pour quelqu'un qui voit dans le noir et qui peut attendre des heures sans bouger, ce n'était qu'une question de patience. J'y suis entré une nuit de décembre par une fenêtre du premier étage que j'avais repérée lors de mes observations préliminaires. Les bureaux étaient déserts, éclairés seulement par la lueur de la lune qui filtrait à travers les carreaux sales. J'ai trouvé des armoires où étaient rangées les fiches, des centaines de cartons classés par ordre alphabétique, et j'ai commencé à chercher. Mon nom n'y était pas, aucun de mes noms. J'ai vérifié méthodiquement, lettre par lettre, pendant des heures. Rien. J'aurais dû être soulagé. J'aurais dû partir immédiatement, disparaître dans la nuit, oublier cette intrusion et reprendre ma vie d'ombre parmi les ombres. Mais quelque chose m'a retenu. Une fiche, tombée d'un carton que j'avais mal refermé, qui gisait sur le sol à mes pieds. Je l'ai ramassée machinalement, j'ai lu le nom inscrit en haut, un nom que je ne connaissais pas, puis j'ai lu la description. Homme d'apparence jeune, entre 25 et 30 ans, cheveux noirs, yeux clairs, teint pâle, de taille moyenne, vu à plusieurs reprises dans le quartier Saint-Michel, sans domicile connu, sans emploi déclaré, ne fréquente aucune église, ne figure dans aucun registre. Ce n'était pas moi. La description ne correspondait pas tout à fait, les détails divergeaient. Mais c'était quelqu'un comme moi. Quelqu'un qui existait sans exister, qui vivait sans laisser de traces, qui traversait la ville comme une ombre sans se raccrocher à rien de solide. J'ai reposé la fiche, j'ai quitté les bureaux, j'ai marché jusqu'à l'aube dans les rues gelées de Paris, en pensant à cet homme inconnu dont Vidocq avait fait le portrait sans savoir ce qu'il décrivait. Était-ce vraiment l'un des miens, ou simplement un vagabond, un déserteur, un fugitif ordinaire qui fuyait une vie ordinaire? Je ne le saurais jamais. Je ne chercherai pas à le savoir. Nous ne formons pas de communauté, nous autres. Nous ne nous reconnaissons pas, nous ne nous entraidons pas. Chacun survit seul, dans sa solitude éternelle, et croise parfois le chemin d'un autre sans jamais s'arrêter. Mais cette fiche m'avait appris quelque chose d'important. Elle m'avait appris que le système qui se mettait en place n'avait pas besoin de croire aux vampires pour nous trouver. Il lui suffisait de chercher les anomalies, des gens qui ne s'inscrivaient dans aucune catégorie, qui ne laissaient pas les traces attendues, qui existaient en dehors des normes. Le système ne nous chassait pas parce qu'il savait ce que nous étions. Il nous repérait parce que nous ne correspondions pas à ce que les autres étaient. C'était la première fois que je comprenais cette vérité. Ce ne serait pas la dernière. J'ai quitté Paris quelques semaines plus tard. Pas par peur immédiate, mais par prudence. Vidocq était trop efficace, trop ambitieux, trop visible. Rester dans son territoire, c'était prendre le risque d'être remarqué tôt ou tard, d'être fiché, d'être suivi. J'ai traversé la Manche, je me suis installé à Londres pendant une décennie, puis à Édimbourg, puis à Dublin. J'ai laissé le temps faire son travail, effacer les souvenirs, enterrer les témoins. Quand je suis revenu en France, 30 ans plus tard, Vidocq était mort depuis longtemps. Son fichier avait été dispersé, perdu, oublié. La sûreté avait été réformée, restructurée, renommée. Les méthodes qu'il avait inventées survivaient, mais personne ne se souvenait de leur origine.
J'ai cru que le danger était passé, que j'avais survécu à cette première tentative du monde moderne pour me voir. Je me trompais bien sûr. Le danger n'était pas passé. Il avait simplement pris de l'ampleur. Ce que Vidocq avait créé avec des fiches en carton et une poignée d'indicateurs, le XXe siècle l'a reproduit à l'échelle industrielle. Les fichiers sont devenus des bases de données, les descriptions manuscrites sont devenues des photographies, les indicateurs de quartier sont devenus des caméras de surveillance. Et maintenant, au XXIe siècle, tout cela converge vers quelque chose de plus vaste encore, quelque chose que Vidocq lui-même n'aurait pas pu imaginer. Un système qui n'a plus besoin d'enquêteurs humains pour repérer les anomalies. Un système qui voit tout, qui retient tout, qui compare tout. Un système qui ne dort jamais, qui ne se fatigue jamais, qui ne meurt jamais. Comme moi. C'est peut-être cela, la véritable ironie de ma situation. J'ai survécu au siècle en comptant sur la mortalité des autres, sur leur mémoire courte, sur leur tendance à oublier. Mais j'ai aussi survécu parce que je suis patient, parce que je vois dans le noir, parce que je peux attendre indéfiniment. Et maintenant je fais face à quelque chose qui me ressemble. Une intelligence qui ne vieillit pas, qui ne se lasse pas, qui accumule les souvenirs sans jamais les perdre. Une intelligence qui n'est pas vivante mais qui n'est pas morte non plus, qui existe dans un entre-deux que je connais trop bien. Les machines sont devenues mes semblables. Et comme tous les semblables, nous sommes peut-être destinés à nous affronter. Je me détourne de la fenêtre. La voiture a disparu depuis longtemps, avalée par les rues de la ville nocturne. Je ne sais pas si elle me cherchait vraiment. Je ne sais pas si la lueur que j'ai vue était un ordinateur ou simplement le reflet d'un téléphone, d'un GPS, d'un écran quelconque. Dans ce monde saturé de lumière électronique, il devient difficile de distinguer la surveillance de la banalité. Mais le doute suffit. Le doute est déjà une prison. Je pense à Vidocq, mort depuis près de 2 siècles, qui ne saura jamais que son invention a proliféré au-delà de tout ce qu'il pouvait concevoir. Je pense à sa fiche sur l'homme, sans aveu du quartier Saint-Michel, cette description d'un inconnu qui ressemblait peut-être à l'un des miens. Qu'est-il devenu cet homme? A-t-il été arrêté? A-t-il fui? A-t-il traversé les siècles comme moi? Ou s'est-il éteint quelque part, victime d'un accident, d'une maladie, d'un chasseur plus chanceux que les autres? Je ne le saurai jamais. Nous ne laissons pas de traces les uns pour les autres. Nous ne tenons pas de registre de nos semblables. Nous sommes les seules créatures au monde qui n'ont pas d'histoire collective, pas de mémoire partagée, pas de récit commun. Chacun de nous est une île, dérivant dans le temps, croisant parfois d'autres îles sans jamais s'y amarrer. Et maintenant les machines essaient de nous cartographier, de nous relier, de faire ce que nous n'avons jamais fait nous-mêmes. Je me demande si elles y parviendront. Je me demande ce qu'elles trouveront si elles réussissent à assembler tous les fragments, toutes les anomalies, tous les usages qui ne vieillissent pas et tous les noms qui ne mènent nulle part. Je me demande si quelqu'un, quelque part, est en train de construire le fichier ultime, celui qui contiendra enfin la vérité sur ce que nous sommes. Et je me demande ce que quelqu'un fera de cette vérité, le jour où il la comprendra. L'aube approche. Je le sens dans mes os, cette fatigue ancienne qui précède le lever du soleil, ce rappel quotidien que même l'immortalité a ses limites. Je vais tirer les rideaux, verrouiller la porte, m'allonger dans le noir en attendant que le jour passe. Demain soir, je devrais chasser. La faim ne peut pas attendre indéfiniment, même quand la prudence commande l'immobilité. Je choisirai ma proie avec soin, comme toujours. Quelqu'un que personne ne cherchera, quelqu'un qui ne manquera à personne, quelqu'un dont la disparition ne sera qu'un point de données parmi des millions d'autres. Je ferai ce que j'ai toujours fait, depuis des siècles, dans des villes dont les noms ont changé et dont les habitants sont morts depuis longtemps. Mais je sais maintenant que chaque proie est un risque, chaque disparition est une trace, chaque absence est un signal que quelqu'un, quelque part, pourrait décider de suivre. Vidocq cherchait les criminels. Les algorithmes cherchent les anomalies. La méthode a changé, mais la logique reste la même. Et dans cette logique, je serai toujours suspect, toujours visible, toujours repérable. Non pas parce que quelqu'un sait ce que je suis, mais parce que je ne suis pas ce que je devrais être. Je suis un homme sans aveu, comme en 1818. Un homme sans trace, comme en 2025. Un homme qui existe sans exister, qui vit sans vivre, qui traverse le temps sans y appartenir. Et quelque part, dans un serveur que je ne verrai jamais, une fiche porte mon visage, attend qu'on la consulte.
et ne sera jamais effacé. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.